Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire l'un des débriefs de la saison 2022 cyclisme, après le top 10 sur les moments énervants, top 10 des bleus, top 10 des sprinters. On passe au top 10 des meilleurs grimpeurs de la saison 2022, mon top 10 des meilleurs grimpeurs de la saison 2022. On va revenir également sur les mentions honorables, on va voir qui sera classé de la position 10 à la position numéro 1. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se passe sur la chaîne, notamment Formule 1, notamment également la Ligue des champions de cyclisme sur piste et également la Coupe du monde de football 2022. N'hésitez pas à les regarder également sur la page directement de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir TikTok. N'hésitez pas à aller écouter EPS 2.0 sur Spotify notamment. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut vous intéresser. N'hésitez pas à réagir à ce classement dans les commentaires en disant si vous êtes d'accord, pas d'accord. Également à donner votre propre classement des grimpeurs. Je sais que j'ai pas répondu aux commentaires peut-être encore à ce moment-là des deux dernières vidéos, mais comme il y a une des vidéos où j'ai eu des commentaires très longs, j'essaie de les lire en intégralité avant de répondre, donc ça prend un petit peu de temps. Mais surtout que j'ai beaucoup de travail en retard. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous avez l'occasion de voir les dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, même si des fois YouTube fait des petites feintes. Le top 10 des grimpeurs, on a une saison assez prolifique encore du côté des grimpeurs. Il y a eu du spectacle et du spectacle parce qu'on a des coureurs qui sont polyvalents. C'est un peu la même chose que du côté des sprinters, c'est que maintenant les grimpeurs ne se contentent plus des grands tours, ne se contentent plus des étapes de montagne. Ils arrivent à être également performants sur des classiques ou sur des courses, sur des courses d'un jour. Donc voilà, ce qui fait que la frontière, comme je le dis déjà du côté des sprinters, mais du côté des grimpeurs, la frontière c'est quand même énormément réduite entre les différentes catégories. Mais on va parler des grimpeurs et on commence tout de suite par le concurrent numéro 10. Eh bien, le concurrent en 10e position, il est vainqueur d'un des 3 grands tours. C'est Jane Lay, l'Australien, vainqueur du Tour d'Italie cette saison. 7e du Tour de Burgos, 10e de la Vuelta pour le coureur australien, 5e également de Tirreno Adriatico, l'air italien lui a fait beaucoup de bien. Jane Lay, on a retrouvé, on va dire, un peu le Jane Lay qu'on avait vu lors du Tour d'Italie 2020 à l'époque chez Sunweb, qui avait quand même un peu disparu en 2021, sauf sur le Tour de Pologne. On l'avait assez peu vu en 2021. Il avait été assez discret à part cette 7e place lors du Tour de Pologne. Et une fin de saison qui avait été un peu meilleure que la première partie de saison. Et là, on a retrouvé Jane Lay qui a fait un très bon Tour d'Italie où il a eu ce match face à Carapaz, très bien entouré également sur le Tour d'Italie parce que la Bora a fait du bon boulot, notamment avec Kelderman. Sur le Tour d'Espagne, ça a été plus compliqué. Il accroche la 10e place. Il y a eu du bon et du moins bon sur ce Tour d'Espagne, notamment toujours énormément de pertes de temps sur le contre-la-montre. À Alicante, je crois qu'il perd quasiment 2 minutes 30, un truc comme ça. Sur certaines étapes de montagne, c'était un peu compliqué pour Jane Lay. Par contre, il a été quand même... Il a fait encore une très bonne 3e semaine, ce qui est un peu l'une des spécialités de Jane Lay, c'est plutôt d'être bon en 3e semaine. Et c'est vrai que sur le Tour d'Italie, il remporte l'étape du Blockhaus. Il remporte qu'une seule étape sur ce Tour d'Italie, mais il y a eu beaucoup d'échappées sur le Tour d'Italie. Par contre, lors de l'étape 20, quand il y a le match face à Carapaz, il n'y a pas match en fait. Il est au-dessus de Carapaz. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le match face à Romain Bardet, ça c'est toujours ce qu'on reprochera à ce Tour d'Italie, mais il a été très régulier aux avant-postes. 2e à Turin également sur cette étape assez folle, et puis vainqueur au Blockhaus devant notamment Romain Bardet qui l'avait devancé au sprint. Ça a été le grand retour de Jane Lay. On espère qu'il arrivera à confirmer l'année prochaine. Il y a encore des domaines de travail, notamment sur le contre-la-montre. Aussi, je pense en haute montagne,
où face aux meilleurs grimpeurs, il est quand même un petit tour en dessous. Mais il a fait une très très belle année 2022. Ça aurait été quand même compliqué de mettre en dehors du top 10 un coureur qui a remporté un des grands tours. Malgré tout, il n'est que 10e parce qu'il y a eu tout simplement meilleur que lui cette année, plus impressionnant que Jade Lay cette année. Et on passe tout de suite à la position numéro 9. Position numéro 9, un concurrent qui est toujours là, qui est toujours présent. Joao Almeida, eh bien qu'on a vu pendant la saison, notamment 5e du Tour d'Espagne cette année, Joao Almeida. Abandon sur le Tour d'Italie, mais il était également dans le top 5 de la course au moment de son abandon. Champion du Portugal sur route, 2e du Tour de Burgos derrière Pavel Sivakov, également le français. 3e du Tour de Catalogne, derrière Carapaz et Guita lors de ce Tour de Catalogne, et puis 8e de Paris-Nice. Il a fait un gros début de saison, Joao Almeida, et puis ça s'est un peu tassé ensuite. Alors il fait une campagne sur les grands tours qui n'est pas mauvaise, loin de là, il fait 2 top 5 sur les grands tours. C'est le profil type du coureur polyvalent sur les grands tours, c'est-à-dire du coureur de grands tours très performant sur le contre-la-montre, notamment performant en montagne. Il a été atypique dans la manière de monter, un peu comme David Gaudu, premier kilomètre où il est un peu en dedans et ensuite il arrive à se remettre dans le rythme, ce qui fait que sur des montées très courtes c'est pas payant. Par contre sur des montées plus longues on voit que ça marche plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il a une manière de grimper qui est toujours atypique, mais c'est le cas depuis le début de sa carrière. Joao Almeida, moi je me souviens quand je l'avais vu la première fois sur le Tour de Burgos en 2020, il nous avait fait la même chose lors de la dernière étape. Il avait commencé piano pour ramasser, on va dire, un peu les morts. C'était une montée d'une dizaine de kilomètres où Evenepoel avait été impressionnant ce jour-là, et lui il avait été aussi très très bon sur la deuxième partie de montée. Je sais pas si c'était pas la Gonesse d'Enela, même l'arrivée cette année-là déjà du Tour de Burgos en 2020. J'ai plus le lieu en tête. C'est vrai que sur certaines étapes, sur le Tour d'Espagne, ça a été compliqué. Je pense notamment au contre-la-montre où il fait pas un contre-la-montre exceptionnel, Joao Almeida. Je pense que le Tour d'Espagne n'était peut-être pas foncièrement prévu au départ pour Joao Almeida. C'est vrai qu'il a très bien débuté. Je trouve que sur la deuxième partie de saison, ça a été une chouille moins bien, notamment sur le contre-la-montre. Peut-être un peu moins de fraîcheur physique du côté de Joao. Ça reste quand même un des top grimpeurs aujourd'hui du peloton, et après l'année prochaine il aura la possibilité peut-être encore d'aller sur le Giro. Je pense que le Tour d'Espagne pourrait être une opportunité, mais le Giro aussi, avec 70 km de contre-la-montre, forcément c'est une course qui va l'intéresser énormément, Joao Almeida. Après, chez UAE, il faudra voir ce que fait Pogačar, parce que c'est toujours le même problème chez UAE. Le calendrier de course se dessine pour Almeida notamment par rapport à ce que fait Pogačar. Et puis il va falloir voir également pour Almeida, il est en contrat jusqu'en 2026 chez UAE. Mais le souci, c'est que maintenant il y a énormément de concurrence en montagne chez UAE. Je pense notamment à Juan Ayuso, je pense aussi à Adam Yates l'année prochaine. Et le problème, c'est qu'il va falloir qu'il trouve des opportunités avec cet effectif-là qui va être gargantuesque. Et ça va pas être facile, il va y avoir énormément de concurrence, et je pense qu'il faudra pas se rater sur les courses de début de saison. Et pour Almeida, ça va peut-être être plus difficile l'année prochaine. Avec le fait d'avoir beaucoup de concurrence à son poste. Mais c'était une première année chez UAE et je trouve qu'il s'en est très très bien, enfin qu'il s'en est bien sorti, vraiment en changeant d'effectif, en passant de Koninck à UAE, ça s'est bien passé pour le coureur portugais, qui est toujours très régulier dans ses résultats. Chaque année, je trouve que il est toujours présent dans les grands tours, dans les courses. Voilà, il n'y a pas de grosses surprises avec Almeida. C'est un coureur sur lequel on peut miser désormais
sans trop prendre de risques pour des top 10. Je poursuis avec le concurrent en 8e position. 8e position pour Romain Bardet, le Français. Le Français qui est dans ce classement, Romain Bardet. Alors certains vont dire 8e seulement, Romain Bardet, on aurait peut-être pu le mettre un peu mieux. Oui. Le problème, c'est qu'il a manqué des résultats. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire sur le Tour d'Italie. C'est vrai que ce Tour d'Italie, où il abandonne au bout de 13 jours de course, on se dit, qu'est-ce qu'il aurait fait sur ce Tour d'Italie? Est-ce qu'il serait planté sur l'étape de Turin? Ou est-ce qu'il aurait performé sur l'étape de Turin? Est-ce qu'il aurait réussi à battre Jane Lay? Voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais je le mets quand même devant Jane Lay. Il a été impressionnant sur le Tour des Alpes, qu'il remporte. Donc il était bien placé sur le Tour d'Italie avant sa défaillance. Le Tour de France n'a pas été facile, mais je ne sais pas si c'était vraiment prévu qu'il fasse le général au départ, mais DSM était un petit peu en manque de points, donc ils l'ont forcé à faire le général, surtout qu'il avait plutôt bien démarré la compétition, notamment avec cette deuxième place du côté du col du Granon. C'est vrai que la dernière semaine a été compliquée, avec notamment des coups de chaud, notamment l'étape d'Otakam, où tu sens qu'il est vraiment à l'extrême limite physique. Il s'en sort, il prend la 6e place du Tour de France. Et puis après, le Tour d'Allemagne a été un petit peu compliqué pour lui. 8e du Grand Prix de Montréal, impressionnant sur la course des championnats du monde quand même, il faut le rappeler, aussi Romain Bardet. Et puis 9e du Tour de Lombardie, 16e des Trois-Vallées Varesines. Je trouve qu'il fait quand même une saison assez complète, en sachant qu'il y a quand même Liège-Bastogne-Liège, où il est à deux doigts, enfin où il tombe, où il secourt, où il est obligé de secourir Julien Lafilippe, ce qui fait que ça l'a un peu marqué à ce moment-là. Mais sinon, la saison est vraiment très bonne. 9e également de l'UAE Tour. Il a un peu sauvé quand même DSM en termes de points. C'est vrai que les points récupérés sur le Tour de France, ça a quand même bien aidé DSM à être, on va dire, assez peinard sur la fin de saison. Et ça reste le coureur majeur de cet effectif pour l'année prochaine, forcément, parce que c'est vrai que l'effectif DSM n'est pas exceptionnel. Mais Romain Bardet reste l'élément le plus important. J'enregistre ce 10 novembre, Romain Bardet qui vient de fêter ses 32 ans, le 9 novembre 90. Un an après la chute du mur de Berlin, il est né, Romain Bardet. On poursuit avec le concurrent qui est classé en 7e position. Concurrent classé en position numéro 7, c'est Primož Roglič. Alors, la saison de Roglič, elle est compliquée à juger parce que à la fois, il a réussi à vaincre, je dirais presque ses démons, avec ses victoires sur les courses françaises, Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné libéré. Mais sur le Tour de France, ça a été compliqué. Sur le Tour d'Espagne, il n'y a pas la gagne non plus. Il abandonne de manière un petit peu cruelle, mais un peu bête quand même, avec cette chute sur l'étape de Tomares, où il est presque en capacité de prendre une dizaine de secondes, et puis tu sais pas pourquoi, il va au contact avec Fred White, et il tape la route de Fred White. Après, il y a eu ses propos en plus envers Fred White, qui était, je pense, pas très intelligent de la part de Primož Roglič. Ces deux abandons sur les grands tours, ça le fait forcément redescendre au classement. Mais on ne peut pas non plus le mettre en dehors du top 10, vu la manière dont il gagne Paris-Nice. Alors sur le Critérium du Dauphiné, il y avait très peu de concurrence. Il n'y avait pas grand monde sur le Dauphiné, comme c'est un peu régulièrement le cas ces dernières années sur le Critérium du Dauphiné. Le Tour de France, il est quand même 3e à la Super Planche des Belles Filles. Donc il y a eu des résultats quand même sur ce Tour de France. Mais il n'a pas pu tenir à cause de sa blessure. Sur le Tour d'Espagne, au départ, maillot jaune. Ensuite, maillot jaune au bout de 4 jours de course. Et puis ensuite, il y a eu le show Remco Evenepoel. Est-ce qu'il aurait été en mesure de récupérer
la minute, je crois, à peu près de retard qu'il avait sur Remco Evenepoel au moment de son abandon. Difficile à dire parce que Remco Evenepoel n'a pas craqué sur la fin de la Vuelta. Est-ce que Roglic aurait été en capacité de se surpasser pour aller taquiner Remco Evenepoel? Est-ce que Enric Mas n'aurait pas profité de la situation même ne se serait pas encore dépassé encore plus pour peut-être aller chercher la gagne de ce Tour d'Espagne? C'est assez difficile à dire. Mais Primož Roglic fait pas une saison non plus catastrophique. Alors oui, sur les grands tours, les objectifs sont pas remplis. Hein, sur les 2 grands tours, c'est abandon. Les objectifs sont pas remplis. En plus, d'un côté, c'est Vingegaard qui gagne, forcément, qui est dans la même équipe que lui, donc c'est pas idéal. Par contre, le Dauphiné est gagné, Paris-Nice est gagné. Mais c'est vrai que quand on regarde sa saison, 56 jours de course sur l'année, c'est pas d'un niveau d'un Vingegaard. Et c'est vrai que même là, en regardant avec du recul, je comprends que certains me disent 7ème du classement, moi j'aurais mis Romain Bardet devant, j'aurais mis... Bon. Sur Paris-Nice, il est impressionnant. Sur le Dauphiné, il est quand même impressionnant. Enfin, la Jumbo-Visma est impressionnante et bat Vingegaard. Sur le Tour du Pays Basque, il remporte le prologue, mais ensuite ça se passe pas très bien avec des douleurs au genou. On va voir aussi la situation parce que son entourage a énormément critiqué la Jumbo-Visma cette année, notamment son médecin qui a dit qu'il l'avait fait courir alors qu'il était complètement blessé et que c'était une prise de risque inconsidérable. Donc on va voir comment ça va se passer du côté de la Jumbo-Visma, surtout avec Vingegaard qui a gagné le Tour de France. On verra s'il arrive toujours à être le leader, on va dire presque numéro 1 de cette équipe sur les grands tours, ou si c'est désormais Vingegaard qui serait totalement légitime pour prendre cette place. On poursuit tout de suite avec le concurrent classé en 6e position. En 6e position, c'est un concurrent qui n'a plus de nationalité normalement, qui est russe, mais on n'a plus le droit de dire le mot russe du côté de Russie, depuis l'invasion en Ukraine. Alors que c'est fou, c'est qu'il y a des gens qui financent l'UCI qui sont russes. Avec Alexandre Vlasov. Alexandre Vlasov, qui a fait une belle saison. Alors, on aurait pu avoir des doutes, notamment après l'invasion en Ukraine, de savoir comment il allait réagir mentalement, parce que forcément, c'était pas facile d'être russe, hein, on va pas se mentir, en Europe occidentale, et on aurait pu se demander du côté de la Bora comment ça se serait passé au niveau de l'ambiance d'équipe du côté d'Alexandre Vlasov. Mais il a été très performant sur les courses d'une semaine. Ça a peut-être été l'un des coureurs les plus performants sur les courses d'une semaine. 4e de l'UAE Tour, vainqueur du Tour de la Communauté de Valence où il est impressionnant sur l'étape en gravel. Vainqueur également du Tour de Romandie où il est impressionnant sur le contre-la-montre. Sur le Tour de Suisse, il est en tête avant d'avoir la Covid. Sur le Tour du Pays Basque, il finit 3e. En faisant également du très très bon boulot. 3e également de la Flèche Wallonne, quand on disait que ça se recoupe pas mal maintenant. 14e de Liège-Bastogne-Liège, où ça aurait peut-être pu un peu mieux se passer pour lui. Sur le Tour de France, il y a cette fameuse chute sur l'étape de Longwy qui lui coûte beaucoup dans les Alpes. Il fait des belles Pyrénées, mais sur les Alpes ça a été compliqué. Il finit quand même 5e du général, mais à très longue distance de Vingegaard. Et puis sur la fin de saison, 5e de la Coppa Sabatini, 24e du Giro dell'Emilia, 19e du Trois Vallées Vérésine, 18e du Tour de Lombardie, en sachant qu'il n'a pas couru de juillet à septembre, ce qui est l'un des rares à avoir eu une pause aussi grande. Il s'est très bien adapté également à la Bora, parce que c'était la première saison pour lui du côté de Bora-Hansgrohe, vu qu'il était chez Astana avant et qu'il avait commencé sa carrière chez Gazprom. Donc là, il a été vraiment très très bon et sur une année qui n'était peut-être pas forcément si évidente que ça, avec quand même de la concurrence. Quand vous avez Kelderman, quand vous avez
des coureurs de ce type-là. Quand vous avez Jane Lay, quand vous avez du Charman également sur les courses d'une semaine, c'est pas forcément évident, mais il a réussi à tout de suite trouver sa place. Le fait de gagner la première course, la première course d'une semaine, de faire troisième de son premier jour de course, de remporter la première course par étape qu'il a fait avec l'équipe, ça a aidé aussi un peu à imposer ce statut de leader du côté de la Bora. Et moi, il m'a vraiment impressionné sur certaines étapes de montagne. Je l'ai dit plusieurs fois sur les vidéos de cyclisme sur cette chaîne, où je l'ai trouvé vraiment très impressionnant dans pas mal de courses. Notamment sur le Tour de Romandie, sur le Tour de Suisse quand il remporte l'étape, voilà, c'est du costaud, c'est du solide. C'est dommage son Tour de France parce que je pense que s'il n'y a pas cette chute qui, là on peut se dire quand même que la zone est mal signalée. Pour moi la zone est mal signalée au moment de la chute de Vlasov. On peut se dire quand même que il aurait pu faire des bons résultats, mais sur un grand tour il faut aussi réussir à avoir des fois ce petit moment de chance, éviter les chutes. Et lui, il n'a pas eu ce bonheur-là. Mais quand tu vois la dernière semaine qu'il réalise sur le Tour de France, je pense que c'est un coureur qui est vraiment en capacité et qui est sûr maintenant d'être performant en montagne. Et le Tour 2022 peut être intéressant, mais je rappelle qu'il n'est pas mauvais non plus sur le contre-la-montre, Vlasov, et que le Giro ne va pas lui faire vraiment très peur non plus. Est-ce que le Giro pourrait être un objectif pour Vlasov ou le Tour de France? On sait que Bora l'a dit, on a gagné le Tour d'Italie, l'objectif maintenant c'est le Tour de France. Ils ne se le cachent pas maintenant du côté de Bora que leur objectif c'est de gagner le Tour de France. Avec Vlasov, tu as plus de chances je pense de gagner le Tour de France qu'avec Jane Lay. Donc ça peut être également la bonne carte du côté de Vlasov. Et vu l'équipe, maintenant Bora en montagne, notamment vous avez des Guita qui peuvent jouer vraiment un vrai rôle d'équipier, c'est une équipe qui peut être très 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 impressionnante. Et Vlasov n'a que 26 ans, il aura 27 ans lors du Tour de France l'année prochaine. Ça reste encore très jeune comme âge, donc il est encore je pense qu'il peut encore progresser, et à partir de ce moment-là, forcément ça devient un coureur qui devient très très dangereux pour ce type de course. On poursuit tout de suite avec le concurrent qui est au milieu du classement, c'est le concurrent numéro 5. Richard Carapaz. Je parlais de Roglic, où c'est dur de qualifier la saison de Roglic. Elle n'est pas beaucoup plus facile, la saison de Carapaz, parce que on pourrait se dire, il gagne ni le Tour d'Italie, ni le Tour d'Espagne. Donc sur les deux grands tours, sur le Tour d'Espagne, il soire quand même sur les premiers jours de course. Sur le Tour d'Italie, moi j'ai toujours eu le sentiment qu'il savait qu'il était moyen sur ce Tour d'Italie par rapport à ses qualités physiques, qu'il n'avait pas des sensations exceptionnellement bonnes, parce que la manière dont il a couru, notamment à la course aux bonifications, avec des attaques qui n'ont jamais été très tranchantes pendant les multiples attaques qu'il a tentées sur ce Tour d'Italie, moi j'avais le sentiment qu'il savait qu'il n'était pas forcément au top par rapport à ce qu'il a pu l'être quand il remporte le Tour d'Italie, ou même sur un Tour de France où il avait été aussi impressionnant en 2021. Du côté de Richard Carapaz, moi je trouve que sur ce Tour d'Italie, pour un coureur qui n'est pas au top, il fait quand même deuxième. Il a été régulier, mais il lui manque un petit truc en plus. Je pense que même s'il ne fait pas le Tour d'Espagne cette année, s'il fait que le Tour d'Italie, il est peut-être 10e du classement ou 9e du classement, pas mieux. Par contre, vous avez le Tour d'Espagne. Alors oui, il se rate pour le classement général. Par contre, 3 victoires d'étape, et les victoires d'étape, il faut les mettre au fond. Ces victoires d'étape-là, c'est le Peñas Blancas, c'est du costaud. Sierra de la Pandera aussi, et Puerto de Navacerrada
sur une étape où il y avait pas mal de dénivelé positif, en plus l'étape le dernier jour. Non, il a été impressionnant sur les échappées. C'est dommage qu'il se soit planté sur la première semaine de course, quoi. Cette première semaine de course, sur les étapes, l'ascension du Pico Rano, il se plante complètement. Au Colao Foncaya, c'est pas beaucoup mieux. Et c'est dommage parce que c'est sûr que je pense qu'il était sur la troisième semaine plus performant sur le Tour d'Espagne que ce qu'il a pu faire sur le Tour d'Italie. Donc, vu ce qu'il a fait sur le Tour d'Italie en étant, pour ma part, je pense pas totalement en forme, bah, ça aurait pu être vraiment costaud sur le Tour d'Espagne. Mais du côté de Carapaz, quand tu vois par exemple la victoire d'étape qu'il a sur le Tour de Catalogne, qui est une étape impressionnante, on l'a peut-être oublié, mais ils font un trophée Baraki à deux avec Higuita. Deuxième donc de ce Tour de Catalogne. Il remporte quand même le championnat d'Équateur du contre-la-montre, deuxième de la course sur route. La saison dernière, en plus, il avait fait pas mal de jours de course. Il finit quand même avec 69 jours de course, qui est bien plus que certains leaders. Non, je trouve qu'il fait pas une mauvaise saison. Mais c'est vrai que son Tour d'Italie est atypique. Son Tour d'Espagne aussi. Le Tour de Pologne, où il était assez inexistant, mais je pense qu'il était en phase de reprise, parce que lui aussi, il a eu quasiment 2 mois de pause après le Tour d'Italie. Puis sur le Tour d'Espagne, oui, bah c'est dommage ces premiers jours de course, où il s'engueule en plus avec la direction d'Ineos, où tu sens qu'il est sur le départ d'Ineos, qu'il va aller ailleurs. L'année prochaine chez EF, ça va permettre à l'équipe américaine de marquer des points, parce que je pense qu'il est dans la fleur de l'âge. Si Uran se met à son service, par exemple, si Nelson Poles se met à son service, avec Amador également qui est dans cette équipe, EF peut avoir une équipe pour les grands tours qui soit très solide. Donc ça pourrait être très intéressant pour Richard Carapaz à l'avenir. Et l'année 2023 pourrait lui permettre de retrouver un second souffle. Sans dire que cette période Ineos a été mauvaise. Mais on a senti sur la dernière année, surtout sur le Tour d'Espagne, qu'il avait envie de passer à autre chose, ce qui peut se comprendre après 3 ans dans la même équipe. Et n'oublions pas qu'il a, je pense, toujours les mêmes qualités, voire de meilleures qualités en montagne qu'il pouvait l'avoir lors de son Tour d'Italie 2019. Le souci, ça reste le contre-la-montre, où il est un peu en dessous, mais il n'est pas autant catastrophique qu'un Janeley ou qu'un Rui Meintjes non plus. Mais c'est sûr que sur un Tour d'Italie l'année prochaine, il va perdre du temps. Par contre, sur un Tour de France, ça fait partie des coureurs qui peuvent être très intéressants sur le prochain Tour de France. Parce que les étapes courtes, les étapes animées, ça peut vraiment lui convenir aux coureurs équatoriens. Le top 4, on commence avec Enric Mas, le coureur espagnol. Que dire de la saison d'Enric Mas? Le Tour d'Espagne sauve quand même beaucoup de choses. Mais le Tour d'Espagne est certes une satisfaction, mais il ne faut pas négliger que sur le Tour de France, il chope la Covid en cours de Tour de France. Son début de Tour de France n'est pas mauvais, Enric Mas, par exemple. 7e à la Super Plongée Belleville, 9e à Porte du Soleil, 8e de l'Alpe d'Huez, donc 14e du Granon. C'est un peu plus compliqué sur l'étape du Granon. Ensuite, il chope la Covid dans les Pyrénées et il abandonne au matin de l'étape de Cahors, l'étape remportée par Christophe Laporte. Le Tour d'Espagne est impressionnant. Il finit 2e du Tour d'Espagne. On a cru tous les jours est-ce qu'il avait la capacité de... mais il a toujours réussi à suivre. Il a été offensif. Alors, il l'a dit en interview. Et je pense que j'en ai pas mis suffisamment assez sur ce Tour d'Espagne, que j'aurais pu encore aller plus loin. Et ça va me servir pour me dire qu'il faut que je sois plus offensif désormais. D'accord. Moi, je pense que c'est un coureur qui a d'énormes qualités, Enric Mas. Oui, qui est parfois un peu trop suiveur, Enric Mas, mais parce que il faut aussi comprendre que, notamment chez Quick-Step, parfois il a complètement explosé sur certaines journées où il passait complètement à côté. Et un peu comme David Gaudu, je pense qu'ils avaient besoin de courir peut-être un peu sur le frein à main.
mais pour se rassurer avant de pouvoir redevenir peut-être autant offensifs qu'ils ont pu l'être à leur début de carrière. Et c'est vrai qu'Henrik Mas, cette année, il a été le patron chez Movistar. Et en plus, sur le Tour d'Espagne, c'est pas simple. Parce que Movistar, s'il se foire sur le Tour d'Espagne, c'est ciao le World Tour. À ce moment-là, ils sont pas très bien, Movistar. Quand ils arrivent au début du Tour d'Espagne, en termes de points, c'est pas bon. Et il a réussi à tenir mentalement sur ce Tour d'Espagne. Et alors oui, sur l'étape du Puerto Navacerrada, t'as beau dire, je pense qu'il essaye en début de journée, quand il voit que Remco Evenepoel craque pas, il se dit bon, allez, je sécurise la deuxième place, ça fait des points pour l'équipe, je me mets pas mal pour au final avoir très peu de chances d'aller déloger Remco Evenepoel de la tête de la course. Il a aussi été impressionnant sur les classiques italiennes de fin de saison, deuxième du Lombardie, premier du Tour dell'Emilia, neuvième de la Coppa Agostini. Je pense que cette année, il s'est découvert des qualités plus puncher. Il savait qu'il était bon grimpeur, je pense, mais je pense qu'il ne savait pas qu'il pouvait, je dirais pas suivre les meilleurs, mais qu'il avait quand même des capacités de puncher. Quand on voit qu'il fait 12e de Liège-Bastogne-Liège devant Vlasov, alors certes Vlasov qui se retrouve un moment en chasse-patate pendant la course, quand tu vois qu'il fait quand même 9e du Tour du Pays Basque, alors que sur l'étape d'Araté, il tombe dans la descente, quand je crois que c'est Bilbao qui emmène très très fort dans la descente, 5e de 2 étapes sur une course quand même plutôt pour puncher grimpeur. Le Tour du Pays Basque, c'est plus une course pour Pogačar et Roglič que pour Enric Mas. Notamment et Thibaut Pinot, il a bien tenu la cadence sur ces courses-là. Donc je pense qu'il s'est vraiment découvert des qualités de puncher qui vont lui servir pour les années suivantes et dès 2023. Je pense pas qu'il fasse le Giro parce que déjà ça n'a jamais été une course très importante pour Movistar, à part certaines années, notamment l'année de la victoire de Carapaz, mais la priorité pour Movistar a toujours été Tour de France, Tour d'Espagne, beaucoup moins le Tour d'Italie dans leur carrière. Le Tour de France lui convient, l'avantage en plus c'est que l'année prochaine, Tour de France, Tour d'Espagne, il y a un mois de trou, donc ça va permettre de se reposer et de réattaquer sur une course d'une semaine ou sur une course de 4-5 jours pour revenir, notamment sur un Tour du Limousin qui arrivera après les championnats du monde, parce que sans faire offense à Enric Mas, je ne pense pas qu'il soit prévu dans la liste des sélectionnés du côté des championnats du monde. Et s'il finit aussi fort que cette année, le Tour d'Espagne étant au mois de septembre l'année prochaine, vraiment quasiment les 3 semaines de la course seront en septembre, c'est un coureur sur lequel il faudra compter, surtout si les organismes sont fatigués, parce que le Tour de France aura été difficile, montagneux, aura été fatigant, qu'ensuite tu rajoutes après les championnats du monde, que tu rajoutes un calendrier qui va peut-être être super condensé après le Tour de France. Un coureur comme Enric Mas, s'il commence piano la saison, il peut peut-être très très bien s'en sortir. Donc c'est un coureur qu'il faudra suivre, Enric Mas l'année prochaine, voir s'il confirme. S'il confirme, ça sera un coureur costaud. Surtout qu'en plus, c'est vrai qu'on peut se dire que le Tour d'Italie, l'année prochaine, Movistar aura Fernando Gaviria. Bon, Fernando Gaviria pour les sprints, ça peut être pas mal sur un Tour d'Italie pour le Colombien. En plus, ça correspond à des dates qui peuvent être très intéressantes pour lui, pour ensuite potentiellement refaire de la piste pour Gaviria. Donc voilà, je pense que Gaviria, on le verra plutôt sur le Tour d'Italie et que Enric Mas, Tour de France, Tour d'Espagne, je pense que c'est prévu comme ça pour le coureur espagnol et que le Tour de France sera un réel gros objectif de sa saison. On passe tout de suite au podium avec la 3e marche du podium. 3e place. Alors je sens déjà les supporters belges m'attaquer. Ouais, tu l'as mis que 3e. Mais t'es complètement con. T'aimes pas les Belges.
Qu'est-ce qu'on t'a fait en Belgique? T'as avalé une frite de travers? Bon, on se calme. J'ai mis Remco Evenepoel 3e. Mais parce que devant, il y a 2 très bons coureurs aussi. Hein. Pourquoi j'ai mis Remco Evenepoel? Certains vont dire, tu l'as mis que 3e. Alors certes, il remporte le Tour d'Espagne, mais vous savez que moi je considère toujours que le Tour d'Espagne, c'est un peu moins bien que le Tour d'Italie et que le Tour de France. En termes de prestige, de notoriété, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais sur le barème UCI, pour moi, le Tour d'Italie et le Tour de France devraient avoir le même nombre de points, et le Tour d'Espagne devrait être un peu dégradé. Dégradé, devrait avoir l'écart de points qu'il a actuellement avec le Tour de France, et je ne comprends pas pourquoi le Tour d'Italie ne permet pas de remporter plus de points. Impressionnant sur le Tour de France, on est d'accord. Impressionnant sur les championnats du monde, on est d'accord aussi. Impressionnant sur Liège, Bastogne-Liège. La classique à Saint-Sébastien, moi je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, j'ai vu un résumé, donc j'ai pas vu la course en entier, mais il était aussi impressionnant sur la classique à Saint-Sébastien. Ça, c'est clair et net, on est d'accord là-dessus, pas de souci. En haute montagne, on a toujours des doutes. J'ai toujours une chouille de doute sur ses capacités à aller suivre un Pogačar, à aller suivre un Vingegaard ou à aller suivre un Roglic ou un autre coureur, un Carapaz dans un grand jour. Pour moi, il est très très bon sur les étapes de moyenne montagne, sur les étapes à 1500-1600 mètres d'altitude, voire 1700. Au-delà de 2000, j'émets toujours des réserves. Et c'est pour ça qu'il est 3e. Certes, il a été très très bon. C'est peut-être le coureur qui a été le plus performant sur les étapes, sur les courses à 4000 mètres de dénivelé positif quand on dépassait pas 1500 mètres d'altitude. Ça, il a été impressionnant sur ce type de parcours-là. Mais en haute montagne, il est pour moi encore en retrait par rapport aux 2 coureurs qui seront aux 2 premières places. Bon voilà, après c'est mon avis. Pour moi, Remco Evenepoel est 3e cette année. C'est déjà bien 3e, il est déjà sur le podium. Hein. Il y en a plein qui aimeraient être sur le podium. Pourquoi je le mets sur le podium? Là j'ai dit beaucoup de choses négatives, je vais dire également du positif aussi. Le Tour d'Espagne, cette année, il y avait quand même une belle liste de départ. On avait quand même une belle start list entre Roglic, Mas, Carapaz, il y avait qui d'autre du côté du Tour d'Espagne, il y avait Simon Yates, non oui, il y avait Simon Yates aussi, il y avait Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, aussi Joao Almeida, donc il y avait du monde face à Remco Evenepoel, et il a battu tous ces coureurs-là en mettant une tôle sur le contre-la-montre à tout le monde. Sur Liège à Bastogne-Liège, grosse liste de départ également, il est impressionnant, il met une tôle à tout le monde. Et en plus, il le fait sur le Tour d'Espagne en ayant une équipe qui n'est pas encore exceptionnelle. L'année prochaine, il va notamment avoir Jan Hirt avec lui. Jan Hirt, c'est un très bon coureur qui a été leader. Il a fait 6e d'un Giro. Jan Hirt, chez Intermarché, a été très bon. Jan Hirt, si tu l'as en tant qu'équipier, que ça soit en lieutenant ou même en coureur juste avant du lieutenant, c'est un coureur qui va être très important dans l'effectif autour de Remco Evenepoel. On sent que du côté de Quick-Step, on s'est dit, bon, il faut quand même mettre du monde autour de Remco parce que Dries de Venins, c'est sympa. Alors, même si on a prolongé encore d'1 an Dries de Venins, mais ça ne suffit pas. Il faut des mecs et Julien Alaphilippe, faut voir aussi parce que tout dépendra du programme de Remco. Il faut aussi pas mettre tous ses œufs dans le même panier du côté du calendrier, et Patrick Lefebvre le sait. Ne pas emmener Julien Alaphilippe sur le Tour de France, c'est quand même pas simple. Surtout si Julien est au top de sa forme. Cette année, il a eu du cul, Julien Alaphilippe n'était pas au top. Mais si Julien Alaphilippe est en grande forme, c'est compliqué de ne pas l'emmener sur le Tour de France. Si Remco a un programme qui, me semble-t-il, va être Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Julien pourra peut-être l'accompagner sur le Tour d'Italie, mais sur le Tour d'Espagne, ça risque d'être plus compliqué.
On pourrait avoir un Julien Alaphilippe qui double Tour d'Italie, Tour de France. Hein. Ça pourrait être une possibilité pour Julien Alaphilippe l'année prochaine. Et du côté de Remco Evenepoel, son équipe se renforce. Et puis, bon, il a fait quand même des démonstrations. C'est-à-dire, sur la classique à Saint-Sébastien, c'est une démonstration. Sur les championnats du monde, c'est aussi une démonstration. Mais ça, on le savait déjà qu'il était capable de faire ça. Il a tenu 3 semaines de course. C'est là la différence entre 2021 et 2022. C'est pas sur sa capacité à faire des numéros. Il savait déjà le faire avant. La différence, il a tenu 3 semaines en faisant des numéros. Et ça, oui, il a surpris. Le seul domaine où pour le moment, c'est pour ça que je le mets moins bien que les 2 premiers du classement, c'est sur la haute montagne. C'est le seul domaine où il est inférieur aux 2 premiers du classement. Sinon, inférieur. Ou pour le moment, j'ai mis encore des réserves par rapport aux 2 autres. Mais sinon, il a été très très bon cette année. On passe tout de suite à la médaille d'argent. Médaille d'argent, il est danois, il est vainqueur du dernier Tour de France. Jonas Vingegaard, je vais le prononcer à la danoise. Que dire de la saison de Jonas, vainqueur du Tour de France, lieutenant quand même également sur le Dauphiné et sur le Dauphiné et techniquement au départ sur le Tour du Pays Basque de Roglic. Très bon également, deuxième de Tirreno Adriatico, malgré un contre-la-montre où il n'avait pas été très performant sur la première étape. Vainqueur de la Drôme classique aussi, vainqueur de la dernière étape du Critérium du Dauphiné, et puis sur le Tour de France, vainqueur de l'étape du Col du Granon et de Hautacam. En montagne, sur le Tour de France, il a été impressionnant. Il a dominé on va dire sur les étapes de montagne, il a dominé, parce que la super planche de Belfi est quand même une montée atypique. Après, c'est vrai que sa saison, elle s'arrête quasiment au Tour de France. Il va faire 16e du Tour de Lombardie, mais il a très peu couru parce que il fait 2e de la Croix Race. Parce que gagner le Tour de France, c'est pas évident à gérer mentalement. Je pense que Vingegaard est quelqu'un d'assez discret. On le voit dans sa manière de faire les interviews. C'est pas un mec comme qui aime foncièrement vraiment le showbiz. Alors dans le cyclisme, vous n'en avez pas 150 des mecs comme ça qui aiment les sorties publiques dans tous les sens, parce que je dirais qu'un Thibaut Pinot aime bien avoir son petit jardin secret, je dirais dans le Jura, dans les Vosges. C'est dans le Jura. Non, c'est dans les Vosges. Je me gourre tout le temps entre les deux. Hein. Ça, la dyslexie, à certains points, c'est compliqué. La confondite aiguë. C'est terrible. Du côté de Vingegaard, oui, c'est un coureur discret. Et c'est vrai que gagner le Tour de France, c'est quelque chose. Surtout que les Danois, le dernier vainqueur, c'était Björn Riis. Autant vous dire qu'ils avaient envie un petit peu de tourner la page. Je pense au Danemark. De Björn Riis, comme moi j'ai été assez content quand Julien Alaphilippe est devenu champion du monde et que ça a permis d'enlever sur les tablettes Laurent Brochard. Et dans le cas de Vingegaard, ça n'a pas été facile à gérer. Le retour à la compétition ça a mis du temps. On le disait à un moment, il y avait des rumeurs qui couraient, burn-out, qui était en totale dépression, ça je ne sais pas, mais le fait de dire que gagner un Tour de France c'est pas facile à assumer derrière, oui. Il va falloir voir comment il l'assume l'année prochaine, parce que cette année, déjà il avait le statut d'un outsider au départ du Tour de France, d'un outsider très sérieux, tout simplement parce que l'année d'avant, en 2021, il surprend tout ce monde en finissant 2e, mais c'était déjà plus le cas cette année sur le Tour de France. Il a encore grimpé d'un step l'année prochaine. Il sera forcément tout le temps surveillé, tout le temps suivi, il aura la pancarte. On va voir comment il va assumer
ce statut qui n'est pas simple. Et on va voir comment ça va se passer pour Jonas Vingegaard. Mais s'il a les jambes de cette année, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour Jonas Vingegaard. Et oui, il y a eu du très bon travail de fait par le coureur danois. Je trouve qu'il a été très performant, qu'il a sur le Tour de France, il est vraiment intouchable sur ce Tour de France. Et puis même quand on voit le Dauphiné, tu sens que bon, il laisse le leader gagner. Mais il est aussi très bon sur le Dauphiné. Donc voilà, très bonne saison de la part de Jonas Vingegaard, et c'est pour ça qu'il est deuxième de ce classement, de mon classement des 10 meilleurs grimpeurs de la saison 2022. On passe désormais aux mentions honorables dans ce classement du top 10 des meilleurs grimpeurs de la saison. Mention honorable, je commence avec Ben O'Connor, l'Australien d'AG2R Citroën. Il n'a pas eu beaucoup de chance cette année. Chute sur l'étape de Roubaix, alors chute qu'on n'a jamais vue, merci le réalisateur Anthony Forestier. Il a été également il n'a pas eu de chance parce que Covid sur Paris-Nice, alors qu'il était plutôt bien parti sur Paris-Nice. Mais quand on regarde la saison de Ben O'Connor, 7ème de la Ruta del Sol, 6ème du Tour de Catalogne, 6ème de la classique Grand Besançon, vainqueur du Tour du Jura, mano à mano sur le Tour du Jura, une course qui est assez en costaud, 5ème du Tour de Romandie, 3ème du Dauphiné, derrière les deux intouchables de la Jumbo, et c'est le seul qui arrive vraiment à, je dirais pas menacé, mais qui arrive à un moment à tenir le rythme des deux coureurs de la Jumbo. Tour de France, bon, compliqué. Comme souvent, quand on rate le Tour de France, on se dit on va se refaire la cerise sur le Tour d'Espagne. Tour d'Espagne où il prend la 8e place, mais où tu sens qu'il n'est pas en capacité d'aller taquiner les meilleurs en montagne. Pourquoi il n'est pas dans le top 10 ? Bah, tout simplement parce que sur les grands tours, il se plante. Enfin, il se plante. Sur les grands tours, on a du mal à voir ce que ça aurait pu donner et qu'il n'arrive pas à confirmer sur les grands tours. Mais ça joue à pas grand-chose par rapport à un Jane Lay. Vraiment, ça se joue sur les grands tours. Jane Lay, lui, arrive à être performant sur les deux grands tours, ce qui n'est pas le cas de Ben O'Connor. Mais je pense que Ben O'Connor, c'est quelqu'un qui est en capacité d'aller chercher un podium sur un grand tour si les circonstances de course sont bonnes ou si la concurrence est, vous n'avez pas Pogačar, Vingegaard et Evenepoel au départ, quoi. C'est un coureur qui a des belles capacités, qui a des belles qualités, à peu près le même âge que Vlasov, hein. Lui il va avoir 27 ans fin novembre, et c'est un coureur qui vraiment a des qualités qui lui permettent aujourd'hui d'aller taquiner les meilleurs. Peut-être pas le coureur qui est le meilleur sur le contre-la-montre, qui a le meilleur punch, Ben O'Connor. Je trouve sur le contre-la-montre, notamment sur le Tour d'Espagne, il a bien limité la casse. Sur le punch, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué sur le Tour d'Espagne, mais je trouve que c'est un très bon coureur, et de toute manière 5e du Tour de Romandie, 6e du Tour du Catalogne, ce ne sont pas des mauvais résultats, même si le Tour de Catalogne en 2022 n'était pas exceptionnel, mais il en manque un petit peu. Voilà, pour être dans ce top 10. Il manque pas grand chose, mais il en manque un petit peu. On poursuit avec Geraint Thomas. On parlait de Carapaz, on parlait de Roglic, qui ont des saisons qui sont pas évidentes à analyser. La saison de Geraint Thomas, elle n'est pas plus évidente à analyser parce que souvent il a été équipier, Geraint Thomas. À part sur le Tour de France, on lui donne les clés du camion, et sur les Jeux du Commonwealth. Sinon, il a souvent eu un rôle d'équipier. Sur la Croix Race, il est équipier. Sur le Tour du Pays Basque, il est équipier. Sur le début de saison, même en général, il est équipier. Mais quelques fois, on l'a mis leader. Ça lui permet de remporter le Tour de Suisse et de faire 3e du Tour de France. Il y a quand même pire. Mais si on ne le met pas leader sur beaucoup de courses de la saison, c'est peut-être aussi Geraint Thomas
c'est plus le Geraint Thomas de 2018-2019, quoi. Le Geraint Thomas qui était capable d'aller gagner le Tour de France, qui était capable de vraiment taper les meilleurs grimpeurs. Il est peut-être un petit ton en dessous désormais. Ça reste un très bon coureur, ça reste un coureur qui est important chez Ineos. Est-ce que l'année prochaine, on lui donnera la possibilité d'être leader, peut-être sur le Giro, avec 70 km de contre-la-montre, ça peut aider. Peut-être. On pense également que ça sera peut-être la dernière saison de Geraint Thomas l'année prochaine, parce qu'il aura 37 ans. Mais peut-être pas. La question de se poser, est-ce que Geraint Thomas arrivera à être aussi performant l'année prochaine? Je pense que ça sera difficile. Mais sur l'année 2022, moi j'ai pas réussi à déterminer si il pouvait rentrer dans le top 10 en fait. C'est-à-dire qu'on l'a tellement peu vu souvent leader, même s'il a été bon en tant que leader, hein, sur le Tour de France il est très bon, mais au départ c'était presque plus Adam Yates ou même Martinez. C'était, je pense, pas vraiment lui qui était prévu. Il a fait un peu leader de secours. Il fait 3e, mais en étant quand même assez loin des 2 premiers. Il n'est pas dans le match pour la gagne. Il est quasiment jamais dans le match pour la gagne, à part peut-être dans l'étape du Granon, en début de journée. Sinon, c'est un peu compliqué pour Geraint Thomas. Eh bien, c'est là où on se dit, est-ce qu'il est en capacité vraiment d'aller chercher les meilleurs aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Et c'est pour ça que je le mets comme mention honorable, mais pas mieux. Je continue avec Juan Ayuso. Juan Ayuso, 3e du Tour d'Espagne. Il fait une très très bonne saison pour une première saison chez les professionnels. Première saison complète chez les professionnels en World Tour, il a été impressionnant. Mais comme Rodriguez, qu'on aura un petit peu après, j'ai eu du mal à les classer parce que pour moi, ce sont encore des espoirs. Et même s'ils sont très bons, même s'ils ont des très bonnes qualités, même s'ils font une bonne saison de 2022, je pense que on aurait très clairement, les gens qui les mettent dans les top 10, c'est pas une erreur, c'est pas une infamie de le mettre dans le top 10. Mais pour moi, il y a déjà une énorme densité sur les grimpeurs cette année, c'est-à-dire qu'on a eu une très très belle densité. Et étant donné que Juan Ayuso pour moi est une des révélations de la saison, j'avais du mal à me sortir de la tête que pour moi c'était une révélation. J'avais du mal à l'intégrer dans les grimpeurs. Enfin, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. C'est-à-dire que j'avais du mal à me dire, lui, il est grimpeur toute la saison, voilà, il est au top. Je trouve aussi que, par exemple, sur le Dauphiné, il est en tant qu'équipier, c'est pas foufou. Mais c'est vrai que sur les courses espagnoles, il a été très très bon. Très très bon. 5e du Tour de Catalogne, 4e du Tour de Romandie, bon là c'est pas en Espagne, mais sur les courses espagnoles, il remporte le circuit Guexo, 4e de Prueba Villafranca, 4e des championnats d'Espagne sur route, 7e du contre-la-montre. C'est un coureur qui en plus a des très belles qualités, qui est très performant à la fois sur le contre-la-montre et sur la course sur route, qui est très bon également en tant que puncher, qui est très bon grimpeur, beaucoup de qualité. Voilà, moi je ne l'ai pas mis dans le top 10, je le mets dans la mention honorable, c'est peut-être une erreur de ma part. David Gaudu, oui, mention honorable parce que certes il fait 4e du Tour de France, mais il est à distance également raisonnable des 2 leaders. Il se plante quand même sur le Dauphiné, sur le Tour du Pays Basque il est quand même en dehors du top 10, sur Paris-Nice c'est pas fou non plus, il fait certes un bon Tour de l'Algarve mais c'est pas l'épreuve majeure de montagne dans la saison. Je me voyais pas le mettre dans le top 10 juste parce qu'il a fait un bon Tour de France. Pour moi, il en fallait un peu plus. Si il fait un bon Dauphiné, un bon Tour de France, allez,
on peut envisager à le mettre 10e, 9e de ce classement. Mais vu la densité qu'on a eue encore une fois chez les grimpeurs, faire juste 4e du Tour de France, quand tu vois Jane Lay qui fait premier du Tour d'Italie et 10e, tu vois, il y a un moment, il faut aussi avoir une cohérence dans les résultats. Et pour moi, c'était pas jouable. Voilà, c'était pas possible de le mettre mieux que ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre David Gaudu un peu plus loin au niveau des grimpeurs. Je continue avec Carlos Rodriguez, le même problème que Ayuso. Il fait une très bonne saison. Parce qu'il faut s'accrocher quand même sur la fin de la Vuelta, mais je me suis retrouvé un peu dans le même souci c'est le même souci qu'Ayuso pour Rodriguez. Voilà, c'est que j'ai eu du mal à me sortir de la tête que c'était des espoirs et qu'ils étaient vraiment coureurs chez les professionnels. Mais vous les verrez sur un autre classement, sur un autre top 10, vous inquiétez pas, Rodriguez et Ayuso. Je n'en dis pas plus, j'en ai peut-être déjà trop dit, même à ce moment-là. Adam Yates. Adam Yates. Il y a du bon et du moins bon chez Adam Yates. C'est-à-dire sur les courses d'une semaine, ça s'est bien passé. Deuxième de l'UAE Tour, encore une fois. Quatrième de Paris-Nice. Et puis, t'as l'impression qu'après Paris-Nice, en fait, sa saison a été quand même assez difficile. Abandon à la fois sur le Tour du Pays Basque et sur le Tour de Suisse. Le fait de ne pas avoir couru quasiment pendant 2 mois après le Tour du Pays Basque, ça n'a pas aidé. Et sur le Tour de France, il finit 9e, mais tu sens qu'il finit vraiment sur les rotules. Que la 3e semaine est quand même compliquée, je trouve, pour Adam Yates. Vainqueur du Tour d'Allemagne, mais c'est quand même pas la course de l'année. 7e du Grand Prix de Québec, c'est 4e du Grand Prix de Montréal. Il finit bien la saison. Je pense qu'il lui a manqué des jours de course avant le Tour de France. Mais c'est là où tu vois que pour moi, c'est pas un coureur de 3 semaines. Adam Yates, je suis désolé, mais en termes de récupération, la 3e semaine a toujours été un peu compliquée pour Adam Yates, même dans ses grandes années. Et pour moi, il n'a pas réglé ce problème-là. Et en plus, l'année prochaine, il sera chez UAE. Je pense qu'il aura un rôle d'équipier chez UAE. Il y a trop de monde en plus chez UAE. Pour moi, Adam Yates, c'est moins bien qu'Almeida. C'est moins bien que Pogacar. Donc c'est compliqué, je pense à un mauvais choix de carrière quand tu vois que chez EF il y avait la possibilité de faire quelque chose, même pourquoi pas chez Bike Exchange, ou dans une équipe française comme Arkea. Aller chez UAE, bon, tu vois bien qu'il y va pour le salaire. Je pense que c'est une erreur de sa part. Mais chez Ineos, on restera un petit peu mitigé. Alors c'est pas mauvais, mais on se dit ça aurait pu être un peu mieux quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de se dire l'année dernière il rate quand même des trucs. Cette année le Tour de France, il passe à côté quand même. Il est passé à côté, je pense, de ces 2 années chez Ineos. De pas grand chose, il passe à côté parce qu'il y a quand même des bons résultats, hein. Mais je pense qu'il y avait encore mieux à faire. Et c'est là où on a de la frustration, où j'ai de la frustration pour notre ami Adam Yates. On poursuit avec Simon Yates, le frère Simon Yates. Là aussi, il y a des regrets parce que quand tu vois son début de saison, notamment Paris-Nice, il est hyper fort sur Paris-Nice. Moi, je me souviens encore de ce que je disais lors de la dernière étape de Paris-Nice, quand je fais le débrief. Je me dis, putain, il a fait un sacré numéro quand même, Coco, ce jour-là. Vraiment impressionnant, où il menace vraiment Roglic sur la dernière étape. Quand tu vois ce qu'il fait sur le Tour d'Andalousie, et ensuite, là aussi, ça a été compliqué. Le Tour d'Italie, c'est un tour bizarre parce qu'il gagne 2 étapes, notamment l'étape de Turin, qui est une étape, l'une des étapes de l'année sur les grands tours. Le contre-la-montre à Budapest, où on est tous un petit peu sur le cul ce jour-là quand même, de voir que c'est lui qui gagne. Et en même temps, il abandonne à l'étape numéro 17 en étant très loin en général. On le revoit ensuite au Tour de Castille et Léon
il gagne la course en s'étant complètement planté lors de la première étape. Et puis sur le Tour d'Espagne, jamais dans le coup. Jamais dans le... Enfin, là aussi, c'est bizarre son Tour d'Espagne. C'est-à-dire, jamais dans le coup, c'est méchant, mais il abandonne très vite et sans vraiment avoir montré grand-chose en montagne. Enfin, je reste encore sur ma faim sur les étapes de montagne. Donc, voilà. C'est dommage parce que quand tu vois le début de saison, tu te dis, ah, il y avait tellement mieux à faire pour Simon Yates. Donc, on verra ce que ça donnera l'année prochaine. Encore une fois chez Bike Exchange. Mais c'est triste parce que c'est vrai qu'il fait un très grand Paris-Nice où il se fait pas avoir en plus par les coups de bordure ou ce qui est un miracle quand tu connais son placement à Simon Yates. Mais ouais, il en manque un peu quoi. Enfin, voilà, je pouvais pas le mettre dans le top 10 raisonnablement, je pouvais pas le mettre dans le top 10 et puis je termine avec Quintana. Bah on s'était dit ah il y a le retour sur le Tour de France et puis Travadol, voilà. Donc son Tour de France, bah moi je peux pas le juger, je peux pas le juger son Tour de France vu que bon bah il y avait du tramadol dans ses urines, donc on se demande forcément ces résultats, on peut pas les prendre en compte. Moi je peux pas les prendre en compte. Et après bah oui c'est pas mal, mais il y a une suspicion sur Quintana. Il y a forcément une suspicion sur ses résultats de la saison parce qu'on se dit bah s'il a pris du tramadol sur le Tour de France, qui te dit qu'il en a pas pris à une autre période de la saison? Et puis sa défense, elle est quand même vraiment bancale. Et je rappelle juste que le tribunal international du sport n'est pas là pour dire il s'est pas dopé ou il s'est dopé. Voilà. Il est juste là pour dire si la procédure est dans les clous ou n'est pas dans les clous du droit du sport. La procédure était dans les clous, le tramadol, il l'a pris. Donc, moi, ça me pose problème. Je peux pas le mettre dans un top 10, un mec où on ne sait pas, où on a de la suspicion et des doutes sur Quintana. Voilà. Et de toute manière, ça se voit un petit peu parce que pour le moment, Quintana n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Oui, c'était. Alors, Arkea a dit que c'était un peu Quintana qui les avait lourdés. Bon, moi j'ai l'impression que de toute manière, ils ne se sont pas battus non plus pour conserver Quintana non plus après l'affaire du tramadol, qui aurait pu leur coûter très cher sur la montée au niveau du classement UCI. Et ensuite, bah, on va voir, mais je pense qu'il est blacklisté dans pas mal d'équipes quand même, Quintana. Il y a des équipes où je pense qu'il n'y ira pas, quoi. AG2R, Groupama, voilà. Dans les équipes françaises, je pense que, bon, peut-être Jérôme Pinault, pour avoir un sponsor, pour avoir Café de Colombie, un sponsor. Mais non, je pense que c'est... Maintenant, il y a des doutes, maintenant, sur Quintana. C'est triste parce que c'est un coureur qui a transmis des émotions avec ses attaques, mais trop d'affaires, au bout d'un moment, trop d'affaires. Entre cette affaire-là avec le tramadol, la précédente affaire où il est entendu avec son frère, voilà, je pense que ça fait quand même deux grosses affaires, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Donc voilà, je voulais pas mettre en avant dans un top 10 un coureur où il y a une suspicion pardon, de dopage cette saison sur ses épaules, une suspicion avérée. Enfin, suspicion, oui, avérée de dopage et validée sur le Tour de France. Parce que là, c'est plus suspicion sur le Tour de France, les contrôles ont été faits. On passe tout de suite au grand vainqueur de ce classement 2022. Le grand vainqueur, il est slovène et c'est pas Primoz Roglic, donc ni Mohoric, donc c'est Tadej Pogačar. Pourquoi Pogačar? Bah ça reste un peu le patron quoi. Ça reste la référence en montagne. Alors même s'il a été battu par Vingegaard, même si il n'a pas gagné la Flèche Wallonne, même si sur
sur la fin de saison, il y a du bon, et une chouille moins bon, notamment sur la Bretagne classique. Mais ça reste la référence en montagne, quoi. Il gagne quand même le Tour de Lombardie, deuxième du Tour de France, vainqueur de Tirreno Adriatico, vainqueur de l'UAE Tour, vainqueur du Tour de Slovénie. Bon voilà, il a fait une bonne année, quoi. C'est compliqué d'être... Et puis vainqueur de 2 étapes sur le Tour de 3 étapes pardon, sur le Tour de France en étant deuxième. C'est un peu le perdant magnifique quand même Pogačar sur le Tour de France. Il a eu un peu ce rôle-là. Et puis, oui, il reste impressionnant. Quand tu le vois sur le Tour de Lombardie, les attaques qu'il met, c'est toujours impressionnant. C'est pas j'ai vu certains dire on rentre peut-être dans l'ère d'Evenepoel et c'est déjà la fin de l'ère Pogačar. Les mecs, faut vous détendre un petit peu. Hein. La fin de l'ère Pogačar, je crois que c'est pas pour tout de suite encore. Voilà, c'est pas parce que cette année il fait deuxième du Tour de France que c'est la fin de l'ère Pogačar. Le mec a encore fait une grande saison. Pour moi, ça reste la référence en montagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en montagne, pour les grimpeurs, c'est la référence. Remco Evenepoel est juste un peu en dessous. Je pense que Vingegaard, si l'année prochaine il gagne encore le Tour de France, ça deviendra la référence. Mais aujourd'hui, Pogačar, par rapport au palmarès, par rapport à la saison 2022, ça reste la référence au niveau de la montagne. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Tadej Pogačar, à part que dommage le Tour de France, mais il est tombé sur plus fort que lui. Aussi en termes de qualité d'effectif, je pense que la Jumbo a eu un effectif qui performait plus que l'équipe de Pogačar que UAE sur cette course et que ça a joué également dans le résultat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour un nouveau top 10 la semaine prochaine, même heure, samedi 18h, pour un nouveau top 10 sur la saison 2022 de cyclisme. Allez, ciao ciao!